On repart les amis et on termine d'ailleurs avec Wilfried Galland, stratégiste Montpensier Finance, qui me dit là en s'asseyant comme ça, j'avais pas trop tort il y a 15 jours. Qu'est-ce que tu disais il y a 15 jours? Il y a 15 jours, tu avais commencé en disant alors est-ce que tu es d'accord avec mes précédents interlocuteurs avec Jean-Pierre qui était là avant d'ailleurs. Moi je change comme pas. Quoi Marine Le Pen est vraiment bien partie. Et je t'avais répondu pas du tout. Ouais, c'est vrai, t'avais dit pas du tout. Ouais. C'est vrai. Voilà. Donc pas t'avais du tout. dit pas du tout. Bon, et alors donc à l'arrivée. Qu'est-ce que tu en tires comme conclusion? Démarrons, et puis après, il faut quand même qu'on parle un peu de macroéconomie, etc. Puis je veux un mot aussi sur ce qui se passe en Chine. Mais qu'est-ce que tu en tires comme conclusion? Qu'est-ce qui t'intéresse dans ce résultat? Moi, ce qui m'intéresse, c'est... j'ai écouté attentivement son discours hier, et je me suis dit, c'est intéressant parce qu'il essaie de faire la synthèse entre le Macron de 2017 et le Macron de 2022. C'est-à-dire qu'on a retrouvé quelques accents sur la liberté, l'initiative, l'invention, qu'on avait totalement perdu pendant cette campagne. Et d'un seul coup, j'ai retrouvé ces mots quasiment en premier, en me disant, voilà. Tu veux dire qu'il s'est souvenu qu'il y a quand même des gars qui aimaient bien Emmanuel Macron, quoi. C'est-à-dire qu'il s'est souvenu que son... Il y a quand même des gars qui ont voté pour moi, quand même. Pas par défaut. Voilà, que son ADN politique, c'est quand même plutôt retrouver l'esprit de conquête. Hein, c'était ça. Et je me suis dit, voilà, tout l'enjeu des 5 prochaines années, c'est comment est-ce qu'il va réussir à faire la synthèse, sachant que ce qui a véritablement fonctionné dans le dernier quinquennat, c'est-à-dire toute la partie emploi, en synthèse, c'est ce qui avait été mis en place, pour paraphraser son terme, à la cavalcade, durant la première année de mandat. Même mis en place par Hollande au départ, voilà, CICE et tout ça, voilà, on a tout raconté. Et puis accéléré, lui, avec... Voilà, exactement. Et donc ça, effectivement, on a vu le résultat. Le reste... Donc là, ça veut dire qu'il faut qu'il fasse les retraites maintenant. Ça veut dire que s'il ne fait pas les retraites maintenant, ça va être très compliqué. Oui. Jean-Pierre, qui était avant toi, pense qu'il ne va pas faire les retraites. Je pense qu'il va les faire et que ça à 64 ans. À 64 ans, ouais. Ouais. De façon assez simple. Parce qu'il ne faut pas qu'il décrit. Voilà. Exactement. Il faut qu'il le fasse de la façon la plus simple possible, avec le fameux 4 mois par an, en disant effectivement on se fait un rendez-vous de bilan à la fin de quinquennat. De toute façon, on sait très bien qu'à la fin. Toi, tu y es bon jusqu'à 65, toi. Ah, moi, je serai la première génération, absolument. Voilà, c'est ça. Quoi, je suis pas rancunier. Mais comme quoi, t'es pas rancunier. Voilà. Mais je pense qu'effectivement, c'est sa seule chance. Et c'est l'élément majeur pour retrouver de la marge de manœuvre économique, parce qu'on augmente la capacité de travail de l'économie. Si on ne fait pas ça, on aura énormément de difficultés pour tout le reste. Si on arrive à faire ça, on retrouve de l'oxygène pour effectivement faire le plan hôpital, le plan éducation qui est nécessaire. Enfin, je ne remets pas ça en cause. Mais c'est vraiment la clé. Donc je vais redonner, je le donnais tout à l'heure avec Véronique Jérôme, mais c'est un de tes grands sujets, Wilfried. Et d'ailleurs, c'est toi qui m'as fait réfléchir à ça. Il y a énormément d'éléments qui sont sur l'augmentation de la quantité de travail. Donc on a parlé des retraites. Il va y avoir une deuxième lame de réforme d'assurance chômage. Absolument. Et donc ça veut dire détricoter visiblement les systèmes d'assistance aujourd'hui encore un peu trop généreux, qui découragent la reprise d'un emploi. Ouais, et peut-être, de ce que j'ai cru comprendre, essayer de mettre en place une espèce de système qui soit plus généreux quand la conjoncture est défavorable, oui, et moins généreux quand, oui, la conjoncture est favorable. Oui. Ça paraît compliqué à mettre en place, je vois bien l'idée. Je suis content. Non, mais c'est intéressant parce que l'architecture est quand même... Mais ce qui m'inquiète, c'est que c'est une architecture tellement bien charpentée qu'elle est beaucoup trop bien pour l'administration française, enfin, pour les différents systèmes qui doivent rentrer là-dedans. Donc, tu te retrouves avec ce France Travail, ouais, qui devient le guichet unique, effectivement, exactement, de l'ensemble des dispositifs d'assistance, de retour à l'emploi, de formation, exactement, et qui, à ce moment-là, est en mesure de beaucoup mieux doser les choses. Exactement. Le vrai sujet, c'est effectivement comment, à la fois au début de la vie professionnelle, donc ça c'est tout le travail autour du lycée professionnel, autour de l'apprentissage. Big bang de l'information professionnelle. À la fin de la vie professionnelle, donc l'âge de la retraite, mais surtout, je veux dire aussi, mais surtout, toute la partie effectivement accompagnement des seniors dans l'emploi. À partir de quand est-ce qu'on devient quelqu'un sur lequel on dit bon, on va plus investir. Donc comment est-ce qu'on remet un peu plus là aussi d'intensité dans les 15 dernières années de vie professionnelle. Et puis après, tout au long de la vie,
comment est-ce que j'adapte ma force de travail à la fois à ce que veulent, quand même, juste un petit détail, à ce que veulent les travailleurs et ceux qui sont dans l'emploi, parce que quand même c'est important, et à ce dont l'économie a besoin. Comment est-ce que je fais ce à ce sujet, donc encore une fois, je renvoie sur notre formidable émission sur les retraites faite la semaine dernière. Emmanuel Grimaud, le patron de Maximis Retraite, qui sait vraiment de quoi il parle, dit que, donc en gros, il a calculé le rythme de 4 mois par an d'augmentation de la durée du travail. C'est 1,5 million salariés supplémentaires en fait à absorber par les entreprises d'ici donc la mise en place de la réforme. Et Emmanuel dit c'est impossible qu'elles y arrivent. Donc là, il va y avoir un sujet. Voilà, il va y avoir un sujet, lui, d'une telle masse. Là, sur 5 ans, le quinquennat, c'est 1 million d'emplois supplémentaires. Là, c'est quand même 1,5 million de gens qui n'auraient dû plus être là et qui vont être là. Oui, tout à fait. Et bon, il y a un sujet. Voilà, je referme la parenthèse. Voilà, il y a un vrai sujet. Donc, ça veut dire, parce que les 2 précédents interlocuteurs, là, Wilfried, on est arrivé à la conclusion, que j'ai peut-être un petit peu suscité, parce que c'est une de mes angoisses, c'est le roi fainéant. C'est bienveillance, pays fracturé, traumatisé par les gilets jaunes, on ne bouge plus. Alors, la caractéristique de Macron, c'est toujours d'être à l'offensive. C'est pas quelqu'un qui sait tellement jouer en défense. On l'a vu dans la campagne de deuxième tour où tout le monde attendait qu'il joue quelque chose de plutôt tranquille, alors qu'en fait il a été très offensif, en particulier dans le débat. On attendait qu'il soit là aussi très tranquille, alors qu'en fait il a été tout le temps à l'offensive, et c'est, je pense, sa caractéristique première, d'être tout le temps sabre au clair. Et en particulier là, il va avoir absolument 0 enjeu de réélection. C'est son seul enjeu qui est quand même important, parce que ça va être le premier président qui saura dès le début de son 2e mandat, qu'il n'en fera pas un 3e. Les autres, il y avait... Alors on savait que François Mitterrand était vieux et probablement malade, que pour Jacques Chirac, ça va être compliqué. Mais enfin, c'était techniquement possible. Là, c'est impossible. Donc, ça marque dans l'histoire. Et pour l'instant, on a quand même quelques doutes. Hein. Attends, il est très jeune. Moi, j'ai l'impression que personne ne naît dans l'hypothèse que ce très jeune président ait envie de revenir dans 4 ans, 5 ans après. Enfin, tu vois, de laisser un... C'est toujours possible. De laisser un Medvedev, Édouard Philippe, faire son quinquennat et puis de revenir. L'histoire montre que c'est extraordinairement difficile, puisque le seul qui était dans ces zones-là, alors c'est pas tout à fait pareil, mais c'était Valéry Giscard d'Estaing. Oui, mais il a été battu, Giscard. C'est vrai qu'il n'a pas été battu. Là, il n'a pas été battu. Ce qui est très compliqué maintenant avec la vie politique française, c'est que, imaginons, horreur, qu'il aille dans le privé. Après son passage. Ah oui, et alors, vraiment quelque chose de terrible, qu'il construise un patrimoine professionnel. Franchement, qu'il devienne un patrimoine personnel. Ça, terrible. Dans un pays comme la France, ça devient compliqué après de revenir. On le voit avec François Baroin. Une fois qu'on a commencé à être conseiller spécial de Barclays, ça, comme par hasard, tous les grands mandats. C'est intéressant. Ça. Je crois que ça a été une des raisons. À partir du moment où on rentre dans un monde financier avec un rôle relativement opérationnel, en tout cas un rôle de conseil réel, ça devient extraordinairement difficile, parce que forcément, dans tout ce à quoi on touche, il y a des choses qui sont compliquées, qui sont émotionnelles. Les lignes jaunes. Voilà, des lignes jaunes. Et donc, à partir du moment où vous êtes là, vous ne pouvez pas revenir. Une phrase du juge Van Ruymbeck, juge Van Ruymbeck, qui est le premier juge que rencontre Xavier Niel. Ça ne nous rajeunit pas. À l'époque où, en gros, la frontière entre Minitel Rose et proxénétisme n'était pas très, très claire. Voilà. Et Van Ruymbeck lui dit... Monsieur Niel, il y a la ligne jaune, vous pouvez passer 2 roues, mais pas les 4. Mais ces 2 roues, la justice peut le tolérer, le monde politique, et ces 2 roues sont indispensables pour faire des affaires, sans doute. Exactement. Et voilà, et la politique ne le... Et donc, soit il choisit de rester en politique, je pense que c'est peut-être pas sa caractéristique première, auquel cas, effectivement, c'est possible. Parce qu'il n'a pas été battu, même si c'est difficile, parce qu'on sait que l'histoire repasse pas les plats. Si c'est pas le cas, ça me paraît très difficile. Bon, le contexte macroéconomique, Wilfried. Inflation. Ouais. Là, tu as eu moins raison peut-être quand même que sur les élections présidentielles. Je pense qu'il faut attendre quand même un tout petit peu. Tu veux attendre jusque quand Parce qu'en fait, normalement, le pic, il est maintenant. Ouais, pourquoi ? Parce que au premier trimestre 2021, on a oublié, hein, on n'était pas vacciné. Et donc, il y avait des contraintes dans tous les sens. Et donc, d'un seul coup, on a relâché l'économie à partir du 2e trimestre 2021. Donc, c'est à partir du 2e trimestre 2022, donc maintenant, qu'on va commencer à avoir des effets de base un peu moins violents. C'est très différent aux États-Unis et en Europe. Aux États-Unis,
On a une accélération des salaires. Moi, je suis toujours pas convaincu qu'il y ait cette fameuse boucle prix-salaire, parce que les salaires réels restent négatifs. Donc on a une augmentation de la base de coûts, on a une augmentation des salaires, mais les salaires, et c'est d'ailleurs un des gros problèmes, restent en deçà des prix. En fait, on n'a pas l'augmentation des salaires qui tire l'augmentation des prix. On n'a que dans un sens. C'est l'augmentation des prix qui tire l'augmentation des salaires. Pas dans l'autre. Aujourd'hui, en tout cas, même aux États-Unis, on n'est pas encore dans cette... on va peut-être y arriver. Et tu penses qu'on peut éviter la flambée alors ? Moi, je pense la flambée durable. Tu continues à le penser ? Je continue à le penser. Le seul sujet qui m'inquiète véritablement et qui pourrait remettre tout ça en cause, c'est si effectivement les problématiques autour de l'approvisionnement en énergie perdurent. Et là, on est véritablement rentré dans une spirale. Parce que si effectivement on dit on doit se couper du gaz russe, là, on ne va pas échapper à quelque chose de totalement différent. Mais je pense qu'on est dans quelque chose de totalement différent, c'est-à-dire une hausse continue des coûts, sans qu'on soit malheureusement dans une hausse suffisante des salaires pour avoir juste un problème économique et pas un problème social. Phrase spectaculaire de Jean-François Cirelli, l'ancien patron de Gaz de France, aujourd'hui président de BlackRock pour la France. Se couper du gaz russe, il dit ce serait un Lehman Brothers du gaz. Oui. Une déflagration telle que les marchés de l'énergie en seraient profondément déstabilisés. Lui pense que ce serait vraiment une erreur terrible, fatale. Jeannette Yellen pense la même chose d'ailleurs. Il connaît bien le sujet. Il connaît très bien le sujet. C'est très intéressant. Je suis totalement d'accord. Et en fait, le vrai sujet qu'on a aujourd'hui, c'est que ce phénomène économique que moi j'appelle la grande érosion, c'est cette montée générale des coûts qui érode à la fois le pouvoir d'achat, les investissements et potentiellement la croissance, est beaucoup plus délétère d'un point de vue social que ce qu'on a connu, la véritable inflation qu'on a connue dans les années 70, parce que, effectivement, tout le monde disait, en fait, ça permet à tout le monde d'avoir de l'immobilier, de tamponner les dettes, sauf que là, c'est plus le cas, parce qu'on n'a plus les mécanismes de suivi automatique de salaire sur les prix. Et donc, on a une problématique qui, à mon avis, est encore plus grave, c'est-à-dire qu'il faut gérer le problème social lié à la hausse des prix. D'où, effectivement, cette histoire de prime. Mais ça, on en parlera demain avec Thibault Langsade. Effectivement, la prime Macron défiscalisée est une très bonne manière. C'est une très très bonne manière. Voilà. De gérer l'inflation sans augmenter le salaire. Exactement, pour dire, je ne déclenche pas encore de boucle, mais je gère la problématique numéro 1, qui est que, en fait, j'érode tellement ma capacité à vivre que je me crée un énorme problème social qui peut après m'impacter économiquement. 2 minutes 30, il nous reste la Chine qui se referme. Oui. C'est pour moi le sujet macroéconomique majeur. C'est considérable. À la fois sur le plan des chaînes logistiques, sur le plan des normes, puisqu'on constate qu'ils se définissent eux-mêmes leurs propres normes de plus en plus. Donc on est en train de casser le monde plat qu'on avait depuis la fin des années 80, depuis le début des années 90 en fait, depuis la signature de Maastricht, du traité du Mercosur. Globalement, on est en train de recréer des plaques de plus en plus éloignées les unes des autres. Et en plus, la Chine n'arrive pas à gérer sa problématique de Covid. Et donc se referme totalement. Et donc on est en train de faire... Alors là, on a un Lehman Brothers des chaînes logistiques en ce moment. Ouais. C'est-à-dire que tout est en train d'être totalement fracassé parce que précisément on voit que déjà l'économie est en train de s'arrêter en Chine. Les indicateurs avancés sur la partie service, les fameux PMI, l'indicateurs des directeurs d'achat sur la partie service en Chine, sont au niveau où ils étaient en mars 2020, en plein Covid. On est vraiment en train de descendre. C'est surprenant pour les services, je l'aurais compris pour l'industrie, mais pour les services, c'est surprenant. Parce qu'en fait, ils investissent de plus en plus pour essayer de conserver des chiffres de croissance corrects. C'est pour ça qu'on a eu des chiffres de croissance corrects. Donc, on a des investissements dans les routes, dans les infrastructures, ils continuent à mettre des gens. Par contre, vous n'allez plus au cinéma, au restaurant, etc. Donc, c'est en train de tomber à toute vitesse. Ça pourrait d'une certaine façon aider notre problématique de financement du budget, parce que ça veut dire qu'on aura peut-être moins de problématiques d'inflation à très court terme. On voit les matières premières sont en train de tomber là, depuis quelques jours. Ouais. Et donc, si c'est le cas, peut-être que les banques centrales seront un petit peu plus, conciliantes avec les États qui ont besoin de financement. Voilà. Donc ça pourrait nous aider, mais d'un point de vue macroéconomique, c'est le sujet effectivement totalement majeur. Et en plus, ça pourrait devenir un sujet social très important, parce que dans 6 mois, on a le fameux congrès du Parti communiste qui doit donner un 3e mandat à Xi Jinping. Je pense que le plan ne se déroule pas du tout comme prévu. En fait. Puis moi, ce qui me fascine, c'est alors là, pour le coup, les réseaux sociaux. On voit des images qu'on n'a jamais vues. On se croit effectivement dans un mauvais film cauchemardesque.
Merci. Avec grand plaisir. C'est du bonheur. Donc demain, on continue à discuter de tout ça. Donc dividendes salariés et l'ensemble de ces dispositifs avec Thibault Langsat. Dominique Régnier sera avec nous aussi pour parler politique au sens large. Et puis on fera le point sur la crise énergétique, mais sur notre crise nucléaire. Ouais. Hein, voilà, comme je le disais tout à l'heure, si la peste de la corrosion ou la lèpre de la corrosion se répand sur l'ensemble de nos réacteurs. On a un petit sujet. On a un petit sujet. À demain, les amis.